Bonjour, bienvenue à ce webinaire au CH du Mans dans le cadre des mardis de la vaccination 2021 avec un thème particulier, âge de la vie et population spécifique. Donc vous êtes ici sur le webinaire numéro 4 qui a lieu au centre hospitalier du Mans avec un thème que nous avons choisi, vaccination chez les personnes immunodéprimées. Nous remercions toutes les personnes qui sont présentes dans la salle ainsi que les internautes qui vont suivre cette webconférence. Nous remercions également l'Agence régionale de la santé des Pays de la Loire qui nous permet de tenir ces mardis de la vaccination. Nous remercions le centre hospitalier et l'Institut de formation en soins infirmiers qui nous permet d'être dans ces locaux. Nous remercions également Medcal pour toute la logistique et la mise en place de ces réunions. Alors nous allons avoir aujourd'hui un programme intéressant autour de la personne immunodéprimée. Nous aurons deux médecins qui vont vous parler, deux médecins spécialisés en maladies infectieuses. Tout d'abord, nous aurons le docteur Nicolas Crochette, infectiologue, donc, qui va vous parler des personnes suivies pour un cancer d'organes solides. Et après son intervention, nous procéderons à quelques questions. Donc je vais maintenant laisser la place au docteur Crochette. Bien, bonsoir à tous, je vous remercie de m'avoir invité à cette présentation et on va commencer ce soir avec la vaccination des patients pris en charge pour des cancers solides. Alors la première chose qu'on peut évoquer ensemble, c'est l'épidémiologie des cancers. Comme vous le savez, les cancers sont malheureusement relativement fréquents et les derniers chiffres dont on dispose sont de 2018 et on avait en France 382 000 cas, touchant un peu plus fréquemment les hommes que les femmes. Ce qu'il faut noter, c'est que l'âge médian diagnostic se situe dans la deuxième moitié de la vie, avec une médiane à 68 ans pour les hommes et 67 ans pour les femmes, et on verra que ça peut avoir un impact pour la vaccination de ces patients. Alors, ça, ce sont les chiffres de 2018, mais en fait, la prévalence des cancers est plus importante, et en France, on a 3,8 millions de personnes qui ont eu un diagnostic de cancer au cours de la vie, ce qui, compte tenu de la population française en 2017, qui était à 66,9 millions, fait à peu près 5% des Français qui ont eu un diagnostic de cancer, donc c'est une pathologie qu'on rencontrera en consultation de façon relativement fréquente, que ce soit des cancers actifs ou des antécédents de cancer. Alors ces cancers, il va falloir les prendre en charge et la cascade de traitement est celle-ci, c'est-à-dire que majoritairement les gens vont avoir de la chirurgie et de la chimiothérapie et un peu moins fréquemment de la radiothérapie. Et puis pour ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, c'est la chimiothérapie qui va être très impactante, comme on verra tout à l'heure. Alors infection et cancer, ça paraît pas forcément être très intuitif, néanmoins les complications infectieuses des cancers, comme on va le voir, sont des événements relativement fréquents. On a plusieurs études, plusieurs cohortes qui peuvent nous donner une idée de ces complications infectieuses. Je vous propose cette enquête-là qui est l'enquête nationale de prévalence des infections nosocomiales, qui nous permet d'avoir une idée des patients qui sont pris en charge pour ces infections en établissement de santé. Et donc les données de 2017 sur la dernière enquête nationale de prévalence mettent en évidence un surrisque d'infection chez les patients qui sont pris en charge soit pour des tumeurs solides et encore plus pour des hémopathies malignes. Donc là, on avait un surrisque d'environ un ratio de prévalence de 2,4 contre 4,19 pour les hémopathies, et donc un surrisque d'infection chez les patients, d'infection nosocomiale chez les patients suivis pour cancer. Alors, on a vu que ce sont donc des infections fréquentes. Ce sont aussi des infections graves. Dans ce registre, dans cette base de données qui est la base de données des États-Unis, étudiée entre 2013 et 2014, qui représente quand même 49% de la population américaine, c'est une grosse base de données et ça donne des données relativement solides quand même. Et on avait donc plus d'1 million d'hospitalisations pour sepsis. Et bien en fait, de ce qu'on retient de ces études, c'est d'abord qu'un patient sur 5, une hospitalisation sur 5 pour sepsis concernait des patients souffrant d'un cancer, et on est au-delà de la prévalence de l'infection dans la population, on est au-delà de la prévalence du cancer dans cette population, donc il y a un surrisque effectivement. Et puis on voit que la mortalité hospitalière pour sepsis, elle est plus importante que chez les patients qui sont suivis pour un cancer, 28%, contre 20% si absence de cancer.
Donc la mortalité des cancers solides est un peu moins importante que les cancers hématologiques, néanmoins il y a quand même une surmortalité associée. Et puis cette surmortalité de façon assez intéressante, elle est plus importante chez les sujets jeunes, elle a tendance à se gommer chez les sujets âgés, probablement du fait de l'existence avec l'âge avançant de plus de comorbidités qui viennent un peu gommer l'effet du cancer. Alors on a dit donc des infections plus fréquentes, aussi plus sévères. Alors ces complications infectieuses des cancers, elles sont dues à plusieurs choses. La première, ça peut être au cancer lui-même, en raison d'altération des barrières cutano-muqueuses. Et on pourrait citer par exemple certaines bactérémies à streptocoque des muqueuses digestives qui peuvent signer la présence d'un polype plus ou moins cancéreux. On peut associer aussi les déficits immunitaires secondaires d'hémopathie ou l'altération qualitative du système immunitaire au cours de ces cancers et aussi plus à risque d'infection. Ça va être le cas dans la leucémie lymphoïde chronique, par exemple, où on peut avoir une hypogammaglobulémie associée qui majore le risque d'infection. Et puis c'est aussi les complications infectieuses liées au traitement, que ce soit la neutropénie, on va revenir après, c'est un facteur majeur d'infection chez le sujet et chez le patient traité pour un cancer. Et puis ça peut être aussi des effets secondaires ou indésirables de traitement, les mucites, les colites, et puis les infections liées au cathéter qui sont pourvoyeurs d'assez nombreuses infections, en tout cas de façon surreprésentée dans notre service en tout cas. Donc, dans les complications infectieuses des cancers, le facteur de risque principal, en fait, c'est la neutropénie plus ou moins fébrile. Et donc, ce qu'on voit ici dans cette étude qui a été publiée en cette année, c'est que les infections chez les patients cancéreux, c'est associé à une augmentation de mortalité et de morbidité, en particulier chez les patients sévères, que la neutropénie était le facteur de risque principal d'infection chez les patients suivis pour cancer solide. Et parmi ces infections, ce sont les infections respiratoires qui sont les plus prévalentes. Alors, la neutropénie, c'est un critère majeur, on l'a dit, d'infection chez les patients cancéreux. Je vais passer rapidement sur les diapositives suivantes, qui sont les facteurs de risque à considérer dans la prise en charge des neutropénies fébriles, et donc des choses qui doivent alerter sur le risque de neutropénie et sur sa gravité. Et donc, évidemment, on va avoir l'âge, l'état général, l'état nutritionnel, les comorbidités, et puis le type de cancer, ou encore le type de chimiothérapie avec des surrisques associés avec certaines chimiothérapies et certains cut-offs qui sont proposés. Donc ce ne sont pas des facteurs de risque qui sont vraiment très marqués, c'est des choses à prendre en compte et dans l'évaluation du risque infectieux associé à la prise en charge de ces patients. Donc ces infections plus fréquentes, plus sévères, alors quels pathogènes sont retrouvés? En fait, pour ce qui est de la microbiologie, on va avoir les mêmes pathogènes que la population générale, plus certains pathogènes qui sont favorisés par certains types d'immunodépression. Et donc, si on prend comme exemple les infections les plus fréquentes en cas de cancer, ce sont les infections respiratoires, et ici on va faire le choix des infections bactériennes, et bien on va voir qu'il n'y a pas vraiment de différence dans les étiologies de ces infections bactériennes respiratoires entre les patients qui ont un cancer et ceux qui n'ont pas de cancer. Je vous propose cette étude qui est publiée en 2019, qui s'attachait à la prévalence et l'étiologie des pneumopathies communautaires chez les patients immunodéprimés, et je vous fais grâce de toutes les lignes, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'a pas de différence significative entre les immunocompétents et les immunodéprimés pour la majorité des pathogènes recherchés, à l'exception du Pseudomonas aeruginosa, de certains germes très particuliers comme la nocardiose, les mycobactéries, certains champignons et quelques étiologies virales. Et de façon intéressante, pour ces étiologies qui sortaient là de façon un peu significativement différente entre les deux groupes, ce sont majoritairement des facteurs de risque non liés au cancer ou non liés au traitement qui sortent comme facteurs de risque principal de ces étiologies, à l'exception des étiologies fongiques pour lesquelles on a le cancer, les hémopathies qui sont associées. Donc, on n'aura pas de choses extraordinaires, et donc ça va être intéressant pour la prévention, parce qu'on va voir la prévention de base, le calendrier vaccinal usuel, a toute son importance, parce que ce sont des infections qui sont
aussi fréquentes chez les patients atteints de cancer ou non atteints de cancer. Alors on a dit que c'était des infections plus fréquentes, plus sévères, avec des germes parfois, le plus souvent des germes communautaires, parfois quelques germes particuliers. Et il va falloir qu'on s'attache à la prévention de ces infections dans un contexte de cancer pour limiter les morbidités et la mortalité associées à ces infections. Et avec ça, avec cette problématique-là, on peut faire appel à plusieurs modalités complémentaires. La première chose, ici, ce soir, on va parler de la vaccination, donc on va mettre en gros la vaccination, mais c'est ça dont on va parler. Mais il ne faut pas oublier d'autres modalités qui paraissent un peu accessoires, mais qui ont quand même leur importance. La gestion de l'environnement, c'est tout ce qui va concerner les règles hygiéno-diététiques qu'on va rappeler aux patients. Ça ne nous concerne pas forcément pour les organes solides, mais pour les patients qui vont être en neutropénie prolongée, allogreffés de cellules souches ou autogreffés de cellules souches, on a quelques conseils alimentaires à donner. Et puis, on va avoir l'isolement protecteur en cas de neutropénie, et ensuite, on peut faire appel à des prophylaxies anti-infectieuses, à la fois par des antibiotiques pour les infections bactériennes, ou des antiviraux pour des infections virales, ou antifongiques par exemple. Donc, on ne reviendra pas sur ces éléments-là ce soir, on va se concentrer sur la vaccination, mais il faut garder en tête que ça fait partie de la stratégie de prévention des infections chez ces patients immunodéprimés. Alors, les vaccinations et cancers solides, il va falloir qu'on discute de certains principes généraux, en particulier de la susceptibilité aux infections. C'est ce qu'on vient d'évoquer aujourd'hui, ces patients sont plus sensibles. Donc, il va falloir en tenir compte dans la construction de notre schéma vaccinaux et de nos préventions. Ce qui va changer aussi chez les patients qui sont pris en charge pour des cancers solides, c'est la réponse vaccinale. Alors, vous savez qu'il y a plusieurs facteurs qui influencent la réponse vaccinale, le contexte du patient, notamment l'immunodépression, le type de vaccin, quelle plateforme utiliser, c'est-à-dire le type de vaccin, et ça va être par exemple les vaccins vivants atténués, les vaccins sous-unitaires, protéiques, les ARN messagers désormais. Les modalités d'administration peuvent aussi influencer sur la réponse vaccinale. Est-ce qu'on va faire des vaccins d'origine locale, enfin avec administrés localement, comme certains vaccins grippaux non disponibles en France, ou le vaccin antipoliovirus oral, les injections intramusculaires ou intradermiques par exemple. Le schéma vaccinal va impacter, il va être là important de respecter les intervalles préconisés, puisque ça influe sur la réponse vaccinale. Le timing de l'administration va jouer aussi dans le cas du cancer, et ça, c'est-à-dire l'administration au moment de la chimiothérapie ou en dehors de la chimiothérapie. Et en fait, on a cette étude-là qui est assez ancienne, mais qui est assez intéressante, de 1977, donc la question n'est pas nouvelle. On avait étudié la réponse vaccinale chez des patients qui étaient immunodéprimés, en fonction d'un schéma A où on réalisait l'injection antigrippale au moment de la chimiothérapie, et un schéma B si on réalisait une injection en adire de leucocytes, c'est-à-dire en gros en intercure. Et bien la réponse était la meilleure quand on réalisait l'injection à l'intercure. On avait 93% de réponse contre 50% seulement lorsqu'on le réalisait au moment de la cure de chimiothérapie. Donc le timing de l'administration a aussi son importance. Alors, la réponse vaccinale, si on peut prendre un exemple de la réponse vaccinale en situation de cancer, et là j'ai pris un exemple très récent qui est la réponse immunitaire après les vaccins Comirnaty, c'est-à-dire vaccin Covid-19 ARN messager Pfizer-BioNTech, et donc en fonction des types de population. Et donc ce qu'on voit ici sur ce schéma, c'est que à votre gauche, vous avez les contrôles qui sont des volontaires sains, et la réponse vaccinale a atteint un niveau relativement, on va dire un niveau de référence ici, relativement élevé. Et quand on compare aux patients sous chimiothérapie, eh bien, on va avoir une réponse anticorps significativement plus basse, et donc une réponse altérée. Alors, ça, c'est la réponse en cas de cancer. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ce qu'on a dit en introduction, c'est que le diagnostic du cancer, il survient majoritairement à un âge, dans la deuxième moitié de la vie, avec un âge médian qui est au-delà de 65 ans. Ce qui veut dire que dans la réponse vaccinale, il va y aussi avoir un impact de l'âge, et en particulier ce qu'on appelle l'immunosénescence,
Alors, on ne va pas regarder en détail cette diapositive, simplement, c'est les conséquences sur les réponses vaccinales, c'est-à-dire la dernière partie de la diapositive qui est intéressante, c'est-à-dire que on va avoir des conséquences de l'âge sur la réponse vaccinale avec la mémoire immunitaire qui, même si elle est réduite par rapport à celle de l'adulte jeune, va permettre une bonne réponse aux injections de rappel, donc ça va être intéressant. Mais par contre, en cas de primo-vaccination chez les sujets âgés, on aura une réponse qui sera altérée et donc des schémas de primo-vaccination qui seront peut-être à adapter. Alors, en illustration, je vous propose cette étude qui a été publiée en 2017 sur la réponse vaccinale au vaccin varicelle, et donc chez les sujets jeunes ou chez les sujets âgés. Et ce qu'on voit ici, c'est que l'amplitude de la réponse IgG au vaccin varicelle est beaucoup moins intense chez les sujets âgés que chez les sujets jeunes, et donc témoigne de la moindre efficacité de la vaccination dans cette population. Alors si on fait la combinaison des deux, des sujets âgés et des sujets suivis pour cancer solide, eh ben, on a cette étude, là encore sur la vaccination Covid-19, sur des petits effectifs néanmoins, mais quand même intéressante, puisqu'on s'était intéressé à la réponse sérologique à la vaccination Covid-19 chez les patients qui étaient atteints de cancer de plus de 80 ans. Donc c'est quand même une population très particulière, mais qui rend bien compte de nos problématiques aujourd'hui. Et donc quand on prend comme groupe comparateur les soignants, donc les professionnels de santé, par rapport aux patients de 80 ans avec un cancer, eh ben, on a une différence effectivement significative dans le taux d'anticorps anti-protéine S SARS-CoV-2 en unité internationale, et donc une moins bonne réponse de ces patients-là par rapport aux professionnels de santé, groupe de référence. Alors la question qu'on peut se poser, c'est après avoir dit tout ça, est-ce que vraiment ça sert à quelque chose de vacciner les patients qui sont atteints de cancer si on répond pas très bien et si ça pose question. Alors je balaye tout de suite cette remarque-là. La réponse est oui. Je vous propose cette méta-analyse cette fois-ci sur la vaccination antigrippale où on s'était intéressé à la vaccination des patients immunodéprimés et cette méta-analyse retrouve une efficacité, une protection conférée par la vaccination dans les populations, y compris des populations immunodéprimées, et ici, les patients suivis pour un cancer, sur les formes cliniques, sur le syndrome grippal, enfin le diagnostic clinique de maladie grippale. Donc la réponse est, malgré tout, faut-il vacciner ces patients? La réponse est oui. Alors, d'autres caractéristiques de la réponse vaccinale chez les patients qui sont suivis pour un cancer, et donc sous chimiothérapie, c'est ceux-là qui vont nous intéresser. C'est la contre-indication des vaccins vivants atténués, c'est une caractéristique que vous connaissez bien des patients immunodéprimés. Et là, simplement pour illustration, je vous propose ce cas clinique qui est la survenue, la réalisation d'une vaccination contre le Zona avec le Zostavax, qui est un vaccin vivant atténué, une souche varicelle OK. Et donc cette patiente avait reçu par erreur une dose de vaccin alors qu'elle était prise en charge pour un cancer du sein récidivant sous chimiothérapie. Et 7 jours après la vaccination, elle a présenté un zona disséminé dont la culture des vésicules avait révélé une souche vaccinale, et donc ça s'appelle une maladie vaccinale. Elle a été traitée par antiviral et elle a bien évolué, mais ça témoigne quand même de la plus forte susceptibilité de ces patients à des maladies vaccinales, ce qui explique la contre-indication des vaccins vivants dans cette population. Et dernière caractéristique majeure de la vaccination chez les patients suivis pour cancer, c'est la vaccination de l'entourage, qui est absolument indispensable. Elle repose sur le concept d'immunité de groupe, c'est-à-dire qu'une immunité collective va permettre de faire barrière à la maladie aux patients qui sont on va avoir soit une mauvaise réponse à la vaccination, ça peut être des patients âgés, immunodéprimés sous chimiothérapie, ou qui ont une contre-indication temporaire ou définitive à la vaccination, que ce soit en raison d'un âge trop jeune, par exemple, ou d'une immunodépression qui contre-indiquerait certains vaccins. C'est le cas des vaccins vivants, par exemple. Et donc, en synthèse, on voit que ces patients immunodéprimés chimiothérapie, ils ont certaines particularités, donc un risque de survenue de maladie vaccinale après vaccination par des vaccins vivants qui contre-indiquent l'utilisation de ces vaccins.
une immunogénicité qui était moins bonne pour les vaccins qui va justifier de schémas particuliers, et notamment pour la primo-vaccination, et un risque accru de certaines infections qui va justifier la recommandation de vaccination spécifique supplémentaire à celle recommandée pour la population générale non immunodéprimée. Alors maintenant, si on fait un petit peu de cas pratique, comment est-ce qu'on va gérer la vaccination des patients atteints de cancer solide en pratique? La première chose, c'est le calendrier vaccinal. C'est la base, d'abord, parce qu'on a dit qu'ils avaient des infections certes plus fréquentes, mais que les pathogènes étaient identiques à la population générale. Et là encore, j'attire sur votre attention sur le fait que la moyenne d'âge des patients atteints de cancer est au-delà de 65 ans, et que la couverture vaccinale diminue avec l'âge. Et vous avez ici l'exemple du tétanos ou de la diphtérie. On va s'attacher à l'exemple de gauche, qui est la couverture vaccinale du tétanos en population générale en 2012, et on voit qu'au-delà de 60 ans, la couverture vaccinale pour le tétanos chute, et que entre 70 et 80 ans, on n'est qu'à moins de 40% de couverture vaccinale. Comment ça s'explique pour le tétanos? C'est qu'il y a une baisse progressive des anticorps antitétaniques dont la demi-vie est estimée à 11 ans. Et ce qu'on a dit tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est qu'après un seul rappel, 98% des adultes atteignent à nouveau des titres protecteurs. Donc on a une bonne réponse au rappel vaccinal. Donc des patients qui sont atteints de cancer sont des patients qui vont être plus âgés, et donc dont la couverture vaccinale va être de base moins bonne que la population générale. Donc il faudrait déjà être vigilant sur le respect du schéma vaccinal habituel, et c'est un prérequis. Alors, chez les plus de 65 ans, on a quelques recommandations vaccinales. Vous savez que le rappel vaccinal DTP est à 65, 75, 85 ans, c'est-à-dire tous les 10 ans au-delà de 65 ans, pour tenir compte de l'immunosénescence, qu'il y a une indication à une grippe de façon annuelle, et que habituellement on recommande la vaccination Zona, mais que je vous rappelle, en cas de cancer, les vaccins vivants atténués sont contre-indiqués, et donc la vaccination Zona également. On va donc avoir des recommandations spécifiques. Ça va concerner essentiellement la vaccination antigrippale qui doit être annuelle, et la vaccination antipneumococcique. Et puis d'autres vaccinations sont recommandées en fonction de l'âge et certains facteurs de risque. Alors en pratique, le calendrier vaccinal 2021 propose une explication pour chaque valence vaccinale. On va pas revoir tous les vaccins, ça ferait un peu catalogue, ça serait pas très facile. Néanmoins, pour ceux qui le souhaitent, le diaporama contient l'ensemble des recommandations vaccinales pour toutes les valences qui sont proposées. Simplement, ce qu'il faut rappeler, c'est la contre-indication des vaccins vivants atténués. C'est le cas du BCG contre-indiqué. Ça va être le cas de la varicelle, du Zona, du ROR, et pour lesquels il va falloir respecter, au besoin, un intervalle après la fin de la chimiothérapie avant de revacciner. Alors, quelques mots sur certaines vaccinations usuelles comme le DTP, et donc en cours de chimiothérapie, on ne fera pas de rappel en cours de chimiothérapie, ça n'a pas de sens. Par contre, à distance de la chimiothérapie, on fera une injection systématiquement à 3 mois pour tous les cancers solides, à 6 mois pour les hémopathies malignes. Et donc, en fonction de l'histoire vaccinale et du patient, on pourrait être amené à faire d'autres rappels supplémentaires. Si vous avez quelqu'un que vous découvrez au moment du diagnostic de son cancer et qui n'a pas eu qui vous n'avez aucune idée de ses antécédents vaccinaux, il sera peut-être licite de proposer des rappels supplémentaires. Pour la vaccination antigrippale, dont on a dit qu'ils étaient relativement importants pour ce qui concernait les patients suivis pour cancer, ce qui est recommandé, c'est une dose annuelle chez l'adulte, 2 doses chez l'enfant de 6 à 9 mois, de 6 mois à 9 ans selon l'AMM, et puis la particularité qu'il faut noter ici, c'est une revaccination pour les patients en cours de traitement. Si on a vacciné en début d'épidémie, si vous vaccinez dès le début octobre, début novembre, si l'épidémie arrive début février, il serait quand même licite de revacciner les patients qui sont en cours de traitement. Je passe à la diapositive suivante, pour m'attarder un peu plus sur le pneumocoque. À noter qu'en cours de chimiothérapie, en fonction de l'âge, il y a une recommandation particulière. Pour les adultes, c'est une dose de Prevnar 13 suivie au moins 2 mois après d'une dose de Pneumovax, vaccin 23 valent, Pneumovax qui remplace le Pneumo 23. Et 3 mois après la chimiothérapie, pour l'enfant de moins de 5 ans, on va faire un rappel de Prevnar 13, 1 ou 2 doses en fonction du schéma vaccinal antérieur. Voilà.
Je passe là. Alors, en pratique, c'est les délais. Dans quel délai? Alors, idéalement, la vaccination, elle doit être réalisée un mois avant la chimiothérapie en cas de vaccin virant atténué. Donc, si vous savez qu'un patient a une suspicion de cancer ou un diagnostic fait et que le traitement ne va pas débuter parce qu'on a commencé par de la chimiothérapie et que on a commencé par un traitement chirurgical et que la chimiothérapie, c'est une chimiothérapie adjuvante qui aura lieu dans un second temps, il peut être licite de mettre à jour le calendrier vaccinal dès le diagnostic de cancer en respectant un délai d'un mois avant la chimiothérapie en cas de vaccin virant atténué, un minimum de 15 jours avant le début de la chimiothérapie pour les autres vaccins. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, le cas échéant, la vaccination par vaccin inactivé sera possible, mais plutôt entre 2 cures de chimiothérapie. Voilà. Alors, je vous propose en guise d'illustration un ou deux cas cliniques en fonction du temps qui va nous rester. Premier cas clinique, il s'agit d'un monsieur de 23 ans qui est adressé en urologie pour une tuméfaction scrotale gauche qui évolue depuis plusieurs mois, qui est devenue douloureuse. Après exploration, on fait un diagnostic de tumeur germinale non séminateuse du testicule, donc un cancer du testicule, une tumeur non germinale, de moins bon pronostic, avec malheureusement des lésions secondaires au diagnostic. Le traitement consiste en une orchidectomie gauche et une chimiothérapie adjuvante par bléomycine et topocycisplatine, et chimiothérapie qui, si vous vous souvenez, était associée à un risque plus important de neutropénie fébrile. Alors, les vaccins, ça va être qui, quand, comment, et puis la famille se pose vraiment la question si c'est bien le moment de l'embêter avec tout ça, parce qu'il a 23 ans, on va lui enlever, il va avoir une orchidectomie et de la chimiothérapie, et peut-être ils vont se demander si c'est bien ce qu'il y a de plus urgent. Et bien, ça va être notre rôle de le convaincre lui et son entourage, parce que la vaccination de l'entourage a son importance, de se protéger avec la vaccination. Alors c'est la vaccination usuelle, hein, on va faire le bilan de ce qui a déjà été fait et les mettre à jour avant le début de la chimiothérapie si possible. On va s'attacher aux valences diphtérie, tétanos, polio, au ROR, à l'hépatite B, au méningocoque C, hein, il a 23 ans, c'est tout à fait licite. Ensuite, il y a les vaccinations spécifiques, et là c'est le pneumocoque, et dans ce cas précis, on proposera un Prevnar 13, puis au moins 2 mois plus tard un pneumovax. Il est probable que au moins la deuxième injection soit faite après le début de la chimiothérapie. Si possible, on le fera dans l'intercure. Et puis la vaccination antigrippale, une injection. Et puis, si on était actuellement, si c'était une situation qui survenait dans les prochains jours, et ben on ferait une injection au début de la campagne vaccinale. Et puis en fonction de l'épidémie, une revaccination à un mois si on a vacciné en début de saison, au moins un mois si on vacciné en début de saison. Alors, il ne faudra pas oublier la vaccination de l'entourage, selon le calendrier en vigueur. Il ne faudra pas oublier la varicelle, parce que si ce jeune homme a un petit frère de 16 ans ou une petite sœur de 16 ans qui n'a pas fait la varicelle, il sera licite de leur proposer la vaccination varicelle aux frères et sœurs pour éviter un cas de varicelle dans l'entourage d'un patient immunodéprimé. Et puis c'est les rappels à la fin de la chimiothérapie. À 3 mois, ici, on fera un rappel DTP. 6 mois si c'était une hémopathie, mais ici, ce sera un rappel DTP à 3 mois. On fera un rappel méningo-C, quel que soit l'antécédent vaccinal. Et puis à 6 mois, on fera un rappel d'hépatite B, un rappel RER, une à deux doses en fonction des antécédents vaccinaux. D'accord. Et si on admet que ce patient a eu un schéma vaccinal complet auparavant, on fera une dose au moins 6 mois après. Alors, si on s'attache à un deuxième cas clinique, il s'agit de Mme C, c'est une patiente de 67 ans qui est actuellement prise en charge pour un carcinome canalaire infiltrant de grade 2, dit triple négatif à l'union des cadrans externes du sein droit. La RCP décide une chimiothérapie néoadjuvante par adriamycine et cyclophosphamide. Vous la recevez en consultation pour un motif intercurrent alors qu'elle a débuté sa chimiothérapie. Il se trouve que c'est une patiente tout à fait réelle et qu'elle est hospitalisée pour une infection liée au cathéter. Et elle vous pose la question de ces vaccins parce qu'elle voudrait aller voir sa fille qui habite la Guyane à l'étude de sa chimiothérapie. Alors on pourrait répondre ironiquement qu'on verra après, mais il faut quand même y penser maintenant, ou que c'est peut-être pas le moment, mais si. Donc de la même façon, on va s'attacher aux vaccinations usuelles antérieures. Est-ce qu'elle a bien été vaccinée contre le tétanos? Est-ce qu'avant la découverte de son cancer, elle avait bénéficié d'une vaccination zone 1? Est-ce qu'elle est à risque ou non de l'hépatite B? Ça va dépendre du contexte. On va bien sûr la mettre à jour pour les centres de vaccination spécifiques comme le pneumocoque, encore une fois, Prevnar 13, puis au moins 2 mois plus tard, pneumovax, une injection intramusculaire.
Le rappel à 5 ans sera discuté ultérieurement. Et puis la grippe selon les mêmes modalités qu'on a discutées tout à l'heure. Il ne faudra pas oublier la vaccination d'entourage. Et ici, j'insiste encore sur la varicelle parce que là, probablement des petits-enfants, ils sont pas forcément très très grands et ça peut être licite là aussi de vacciner les enfants pour éviter qu'ils fassent la varicelle quand elle viendra les garder. Et puis, on fera des rappels à la fin de la chimiothérapie. À 3 mois, rappel des TP. 6 mois si c'était une hémopathie, mais ici je vous rappelle qu'on est dans les cancers solides. Et puis à 6 mois, rappel hépatite B, ça dépend du contexte, mais si elle veut aller en Guyane, c'est une bonne occasion. Et puis, on va discuter de la vaccination des voyageurs, idéalement 3-6 mois après la fin de la chimiothérapie. L'hépatite A, c'est au moins 3 mois. L'hépatite B, on a dit que ça rappelle après 6 mois. La fièvre jaune, c'est en centre de vaccination, donc ça peut être intéressant de passer un coup de téléphone ou de demander un avis pour savoir dans quel délai et si on le fait ou pas. Et là, s'agissant de vaccins vivants atténués, il faut respecter un délai de 6 mois après la fin de la chimiothérapie pour pouvoir réaliser la vaccination. Alors, quels messages sont importants ici ce soir? Ce sont des idées générales, mais elles doivent guider notre réflexion pour ce qui concerne la vaccination des patients pris en charge pour cancer. Ces infections, avec des infections plus fréquentes, plus sévères, des germes qui sont des germes communautaires et aussi des germes spécifiques, mais il ne faut pas oublier les germes communautaires. Donc la vaccination usuelle, c'est efficace. Qu'on a une réponse immunitaire qui est atténuée qualitativement et quantitativement pour plusieurs raisons, et que ça motive des schémas vaccinaux adaptés, à la fois en primo-vaccination et en rappel, des vaccinations spécifiques, et la vaccination d'entourage, et y compris l'entourage médical. Donc ça, il ne faut pas oublier, c'est qu'on doit aussi ça à nos patients, c'est-à-dire faire en sorte de ne pas être vecteur de maladies infectieuses. Et une fois la chimiothérapie, eh ben, tout n'est pas fini en matière de prévention, même si certains patients, après la chimiothérapie, ont un sentiment de libération et ont envie que tout soit fini et de ne pas y repenser. Et ben, en fait, pour la prévention, tout n'est pas fini. Il va falloir profiter de cette fin de chimiothérapie pour proposer des rappels adaptés, selon des délais et qui seront propres à chaque patient et des modalités qui seront aussi propres à certains contextes, et en fonction de l'âge en particulier. Voilà, donc je vous remercie. Vous avez ici la boîte mail du CPVD pour demander des avis si vous en aviez besoin. Et je reste disponible si vous avez des questions. On va passer tout de suite à la présentation du docteur Sophie Blanqui, qui est également infectiologue dans le service de maladies infectieuses. Bonjour à tous, je suis Sophie Blanqui, donc je suis médecin en maladies infectieuses et donc je vais vous parler de la vaccination Covid chez les personnes immunodéprimées. Donc déjà un petit point pour voir de qui on parle vraiment. Donc j'ai repris les patients qui ont été ciblés dans les recommandations françaises définis comme immunodéprimés. Donc c'est les patients qui ont un déficit de l'immunité qui est lié soit à une pathologie ou à des traitements. Donc c'est les patients sous chimiothérapie, les transplantés d'organes solides, les patients qui ont eu une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, les insuffisants rénaux terminaux ou en dialyse, les patients qui ont des maladies auto-immunes avec traitement immunosuppresseur, traitement par corticoïde à une dose supérieure à 10 mg jour d'équivalent prednisone pendant plus de 2 semaines, les traitements immunosuppresseurs avec notamment les anti-CD20, les personnes qui ont le VIH non contrôlé, notamment avec un stade SIDA, les hémopathies lymphoïdes, qu'elles soient traitées ou non traitées, et les déficits immunitaires primitifs. Après ce petit point, on peut essayer de voir un petit peu quelle est la particularité de ces populations vis-à-vis de la vaccination Covid et de l'infection Covid. Donc là, c'est une revue qui a regardé un petit peu les hazard ratios, c'est-à-dire les risques relatifs de décès pour les différentes comorbidités, pour les patients qui étaient atteints d'infection Covid. Et ce qu'on peut voir, c'est que les personnes immunodéprimées sont plus à risque de faire une forme sévère de Covid et de décéder. Donc là, c'était sur le risque de décès. Et on voit qu'on a des hazard ratios qui peuvent aller jusqu'à un risque 4 fois supérieur chez les patients, notamment chez les patients transplantés d'organes solides ou atteints d'hémopathie maligne par rapport aux patients qui sont non immunodéprimés. Et ce qu'on sait aussi, c'est que les patients qui sont immunodéprimés, ils ont été exclus des essais vaccinaux, donc on n'avait pas beaucoup de données au début sur leur réponse vaccinale et s'il fallait leur faire des schémas particuliers et s'ils répondraient bien aux différents vaccins Covid. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est quel est le schéma vaccinal chez ces patients.
Donc, on a plusieurs études qui ont été publiées dans différentes populations. Donc, vous avez vu que la population des personnes immunodéprimées, c'est quand même beaucoup de patients différents. Donc, je n'ai pas repris toutes les études sur chaque type de patient. J'en ai pris certaines qui me paraissaient intéressantes et je vous ferai une petite diapo de synthèse sur les différents types d'immunodépression. Donc, cette première étude, c'était une étude qui a été faite aux USA et qui s'est intéressée aux patients qui sont transplantés d'organes solides avec différents types de transplantation. Vous voyez, transplantés rénaux, transplantés du foie, du cœur, poumon, pancréas et des transplantés multi-organes. Et ce qu'on peut regarder, c'est le taux de patients qui ont une réponse en anticorps en IgG en fait après une dose, elle était de 39% et après 2 doses de 54%. Donc ça veut dire qu'on a des patients qui ne répondent pas à 2 doses de vaccin, ça représente 46% des patients qui sont transplantés d'organes solides, ce qui est quand même assez important, sachant vu leur risque de décès et de forme sévère. Et ce qu'on a pu voir, donc là c'était non ajusté, mais c'est que les facteurs qui étaient associés à une non-réponse vaccinale, c'était déjà le type de cancer, le type de transplantation d'organes solides, notamment parce qu'il y a probablement un effet du traitement. Certaines transplantations nécessitent un traitement immunosuppresseur plus important. L'âge des patients, plus ils étaient âgés, moins ils répondaient. Le temps depuis la transplantation, si on vaccine longtemps après la transplantation, on a une meilleure réponse vaccinale. Le type de traitement immunosuppresseur reçu, et notamment on a une moins bonne réponse vaccinale quand on a un traitement immunosuppresseur qui inclut des antimétabolites, et notamment du mycophénolate mofétile. Et là, dans cette étude-là, le type de vaccin, on avait une meilleure réponse chez les gens qui avaient été vaccinés avec le vaccin Moderna. Ça a été montré dans d'autres populations. Alors après, je ne sais pas si c'était juste l'effet de la cohorte ou pas. En tout cas, on n'a pas de données solides pour recommander un vaccin ou un autre chez les patients immunodéprimés. Là, c'est une étude qui était aussi intéressante, qui a été menée en France. Donc, c'était toujours chez des patients qui étaient transplantés d'organes solides, mais là, c'était particulièrement des patients greffés rénaux. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'ils les ont comparés à d'autres populations, contrairement à l'étude d'avant. Et donc, ils ont comparé la réponse vaccinale chez des patients qui avaient reçu 2 doses de vaccin Comirnaty, donc Pfizer. Et il y avait 74 transplantés rénaux qui ont été comparés avec 78 patients qui étaient hémodialysés et 7 contrôles qui étaient en fait des soignants de ces unités-là. Ce qu'on peut voir, c'est qu'après 2 doses de vaccin, dans cette étude-là, il y avait seulement que 3 transplantés qui étaient séropositifs. C'était des transplantés qui recevaient simplement de la cyclosporine. Donc c'était bien inférieur au taux qu'on a vu dans l'étude précédente. Mais ils ont analysé ça sur le fait que leurs patients étaient plus âgés que certaines cohortes de patients transplantés et qui recevaient aussi un régime immunosuppresseur plus important. Et notamment, ils avaient pratiquement tous du mycophénolate mofétile. Chez les hémodialysés, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une bonne réponse. Il y a 85% de réponse, enfin bonne réponse, meilleure réponse que chez les autres, moins bonne que chez les contrôles. Et ce qu'on peut voir, c'est que donc, la réponse, elle est moins intense. Donc vous voyez, là, c'est le temps suite à la première dose. Donc en fait, là, chez les transplantés, il n'y a pratiquement pas de réponse. Chez les dialysés, donc, on voit qu'il y a un effet du rappel à J36 après la première dose et qui remonte jusqu'à J58 et on a l'impression que le pic de réponse immunitaire il est à J58 contrairement aux contrôles qui eux ont plutôt un pic à J36 post première dose et un pic plus intense que chez les hémodialysés. Les facteurs associés qui étaient chez les dialysés qui étaient associés à la réponse étaient l'âge. Les personnes de plus de 75 ans répondaient moins bien. Et ce qui était intéressant, c'est que le taux d'albumine aussi était corrélé à la vaccination. Donc probablement qu'il y a un facteur aussi de la nutrition des patients. On le retrouve dans pas mal de réponses vaccinales chez les patients qui sont hémodialysés. Là, c'est un autre type complètement de population. Donc là, on va passer aux patients qui sont suivis pour une leucémie lymphoïde chronique. Donc c'était en Israël. Ils ont inclus en fait des patients qui étaient séronégatifs, donc il n'y avait pas d'antécédent de Covid. Il y avait 167 patients qui avaient été inclus et ils ont regardé le taux de séroconversion. Alors séroconversion dans le sens positivité des anticorps, 2 à 3 semaines post-deuxième dose de vaccin. Donc là aussi, c'était le vaccin Pfizer qui était utilisé. Vous voyez que c'était une population qui était assez âgée. Hein. Les patients qui ont une LLC sont souvent âgés, donc 71 ans d'âge médian. Et il y avait pratiquement 35% de patients qui étaient naïfs de traitement parce qu'ils avaient un stade peu avancé dans leur LLC. Ils ont pu donc suivre 52 patients qui avaient une LLC qui ont été comparés à 52 contrôles qui ont été appareillés sur l'âge et le sexe. Et ce qu'ils ont pu montrer, c'est qu'il y avait une séroconversion chez seulement 40% à peu près des patients qui étaient suivis pour une LLC.
Donc ce que vous pouvez voir ici, contrairement à pratiquement 100% chez les patients, enfin chez les contrôles. Voilà. Chez les LLC, on voit qu'on a un taux d'anticorps anti-SARS-CoV-2 qui est largement inférieur du coup au contrôle. Ce qu'on peut voir, c'est que ceux qui sont naïfs de traitement ou qui sont en rémission ont une meilleure réponse que ceux qui sont en cours de traitement ou qui sont en rechute. Et quand on regarde l'administration du rituximab, un anti-CD20, qui est connu vraiment comme traitement pour entraîner une mauvaise réponse vaccinale chez les patients, on voit que ceux qui ont reçu du rituximab depuis moins de 12 mois, il n'y en a aucun qui ont une réponse au vaccin, tandis que si on regarde ceux qui avaient reçu depuis plus de 12 mois du rituximab, on avait 45,5% de séroconversion. Donc là aussi, il y a un effet timing aussi vis-à-vis des traitements qui est important dans la vaccination de ces patients-là. Les facteurs qui étaient indépendamment associés à la réponse vaccinale chez ces patients-là, c'était l'âge, avec une moins bonne réponse vaccinale chez ceux qui avaient plus de 65 ans, moins bonne réponse vaccinale chez le sexe, meilleure réponse vaccinale dans le sexe féminin, chez ceux qui n'avaient pas de traitement et ceux qui avaient un taux d'IgG et d'IgM qui était plus important. Voilà, donc 2 études avec des taux de réponse vaccinale, mais vous voyez qu'ils sont assez faibles chez ces patients. J'ai pris ceux qui répondent quand même le moins bien. Et là, c'est une diapo qui a été faite donc, par le CDC américain, qui je trouve assez schématique et qui reprend bien un petit peu la problématique de la vaccination Covid chez les patients immunodéprimés. Donc vous voyez, chez les patients qui sont suivis pour des cancers, donc là, le trait en pointillé, c'est à peu près la réponse vaccinale chez les contrôles en bonne santé, qui est d'à peu près 95% à 100% de réponse vaccinale en termes d'anticorps. On voit chez les patients qui sont suivis pour des cancers solides une relative bonne réponse vaccinale comparée à ceux qui sont suivis pour des cancers hématologiques. Chez les patients hémodialysés, c'est ce qu'on a vu plutôt des taux de réponse en termes d'anticorps qui est plutôt aux alentours de 70 à 95%. Chez les transplantés d'organes solides, on a vraiment des taux de réponse vaccinale qui sont très différents, mais ça dépend aussi du type de transplantation et du traitement reçu. Voilà. Et chez les patients qui ont les traitements immunosuppresseurs, en fonction de l'immunosuppresseur, on n'a pas du tout les mêmes taux de réponse vaccinale. Mais vous voyez qu'on peut avoir que 40% de réponse vaccinale chez certains types de traitements immunosuppresseurs. Donc on s'est demandé chez ces patients-là s'il y avait un intérêt à refaire plus de vaccins, du coup à renforcer le schéma vaccinal de primo-vaccination. Et donc on a essayé de leur faire une 3e dose de vaccin. Donc là, c'est une étude qui a été faite en France, donc au CHU de Toulouse, et on a suivi donc des patients qui ont été transplantés d'organes solides. Donc il y avait différents types aussi de transplantation, et on a regardé quelle était l'efficacité sur une 3e dose de vaccin. Donc, c'est des patients qui avaient reçu des doses de vaccin Pfizer, de Comirnaty. Ils avaient eu des 2 premières doses à 1 mois d'intervalle. Et en fait, ils ont eu leur 3e dose avec un intervalle médian qui était à 59 jours. Parce que, en fait, c'est le moment où les autorités françaises ont recommandé une 3e dose chez les patients immunodéprimés. Ils ont regardé, en fait, le taux d'anticorps anti-SARS-CoV-2. Et donc, vous voyez qu'il était de 1,3% pré-dose 1. Donc, il y avait probablement 1,3% des patients qui avaient fait une infection Covid dans leur cohorte. Après une dose de vaccin, il n'y en a que 5,1% qui avaient séroconverti, qui avaient des anticorps anti-SARS-CoV-2. Après la 2e dose, donc en pré-dose 3, il y en avait 41,4% qui avaient répondu à la vaccination. Et ce qu'on peut voir, c'est que 4 semaines après la 3e dose de vaccin, on était passé à un taux de réponse de 68%. Et parmi ceux qui n'avaient pas répondu après une 2e dose, il y en a 45,25% qui ont eu une réponse après cette 3e dose. Donc on rattrape quand même pas mal de gens avec cette 3e dose de vaccin dans cette population-là. Donc cette 3e dose a été recommandée chez les immunodéprimés en France. Et ce qu'on peut voir, c'est que les facteurs associés à la mauvaise réponse à cette 3e dose, c'était toujours l'âge. Plus on est âgé, moins on répond. Certains traitements immunosuppresseurs, le belatacept, le mycophénolate mofétyle aussi ressortait. Et le fait d'avoir une triple immunodépression, c'est-à-dire une association de 3 traitements immunosuppresseurs, donc un gros régime de traitements immunosuppresseurs chez ces patients transplantés d'organes solides. Là, c'est une étude randomisée versus placebo qui a été faite au Canada, toujours chez des transplantés d'organes solides. C'est vraiment chez eux qu'on a le plus de données actuellement. Et donc, ils ont suivi 120 transplantés d'organes solides, donc différentes transplantations aussi, qui n'avaient pas d'antécédent de Covid, donc un âge médian qui était à 66 ans,6 et un temps médian depuis la transplantation qui était d'environ 3 ans.
Et en fait, ils ont injecté une troisième dose de vaccin, donc là c'était le vaccin Moderna versus placebo, et à M4, donc ils ont pris un cutoff, eux, d'anticorps anti-RBD, donc récepteur binding domaine, supérieur à 100 unités par millilitre. Et en fait, ce qu'ils ont vu, c'est qu'il y avait 55% des transplantés qui avaient reçu une troisième dose qui avaient un taux d'anticorps supérieur à 100 unités par millilitre, versus 18% dans le groupe placebo. Et quand on regarde les anticorps neutralisants, ils avaient choisi un cutoff d'anticorps d'un pouvoir neutralisant supérieur à 30%, et on voit qu'il y a 60% des patients qui ont reçu une troisième dose qui ont un taux d'anticorps neutralisant au-dessus du cutoff, versus 25% chez ceux qui ont reçu un placebo. Donc on voit que cette troisième dose permet de rattraper pas mal de patients qui n'avaient pas un taux d'anticorps suffisant. Voilà, cette étude versus placebo était intéressante parce qu'on peut voir que même dans le placebo, il y a certaines personnes qui ont augmenté leur taux d'anticorps, mais c'est dû en fait à l'inflammation qu'on fait en injectant du placebo, et il y a une petite montée des anticorps dans cette population-là. Donc cette étude-là, qui était une étude qui a été faite en France, donc elle n'est pas encore publiée, hein, c'est une étude en préprint, chez des patients dialysés. Elle est intéressante, elle a été faite surtout sur le CHU de Lyon, pour ce qui est de la tolérance vaccinale de la troisième dose chez des patients hémodialysés. Et ils se sont basés aussi sur les données du réseau Rhin, qui suit en fait les patients hémodialysés pour tout ce qui était infection post-vaccinale. Et donc on voit qu'il y a eu 1474 infections Covid entre le 1er février 2021 et le 18 mai 2021 chez les patients qui étaient hémodialysés en France. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu 1122 chez les patients qui étaient non vaccinés. Et donc là, vous voyez la répartition entre les formes vraiment très sévères, avec les formes sévères, les formes critiques et les décès, qui est importante, plus de 50% des cas. Il y a eu 192 cas après une dose, du coup avec une petite diminution en termes de décès et de formes sévères. Et il y a eu 125 cas après 2 doses, et vous voyez avec une nette diminution quand même des formes sévères, critiques et des décès. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'après 2 doses, il y a eu quand même 11% de décès chez des patients vaccinés qui ont fait une infection Covid. Voilà, donc il y a probablement un intérêt à vacciner ces patients-là avec une troisième dose. Et quand on regarde la tolérance, donc elle a pu être analysée chez 82 patients sur 106 qui avaient eu 2 doses, et après 3 doses chez 63 patients sur 75 patients qui avaient reçu 3 doses. On voit qu'il n'y a pas de différence entre la tolérance entre la deuxième dose et la troisième dose. Vous voyez là, c'est les effets en fait. Donc 2D c'est après la deuxième dose et 3D c'est après la troisième dose, selon les événements, enfin les effets indésirables locaux et effets indésirables systémiques. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas vraiment de différence entre la deuxième dose et la troisième dose. Donc une troisième dose qui est plutôt bien supportée dans la population des hémodialysés chroniques. Donc, quel schéma vaccinal chez ces patients? Et ben, depuis le 6 avril 2021, c'était un avis du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Ils ont proposé une injection systématique d'une troisième dose de vaccin pour les personnes qui sont sévèrement immunodéprimées, avec un intervalle minimum de 4 semaines après la deuxième dose, ou dès que possible pour les patients qui auraient déjà dépassé ce délai-là. Et donc ça cible les transplantés d'organes solides, les transplantés récents de moelle osseuse, les patients dialysés, les patients qui ont des maladies auto-immunes sous traitement immunosuppresseur fort, type anti-CD20 ou anti-métabolite, les patients qui sont atteints de certains types de lymphomes qui sont traités par anti-CD20, et les patients qui sont atteints de leucémie lymphoïde chronique, qu'ils soient traités ou non traités, vu les réponses immunitaires que je vous ai montrées sur les précédentes études. Un petit point sur l'acceptabilité des vaccins, parce que je pense qu'il y a un rôle de tous les médecins pour essayer de favoriser l'acceptabilité des vaccins dans toutes les populations, que ce soit les médecins les spécialistes d'organes qui les suivent, les médecins traitants, mais aussi les infirmières. Tout personnel de soignant peut favoriser cette acceptabilité. Donc là, je vous ai repris une étude qui a été faite au Mans, du coup, donc c'est vraiment notre population. Donc on a fait une étude, donc c'était une étude internationale parce qu'on a pris aussi des cohortes de dialysés qui étaient suivis en Italie et puis à Paris aussi. Et au Mans, on a suivi 128 patients hémodialysés, et on a eu 16,4% de refus vaccinal. Vous voyez, comparé à Paris, c'était 25%, et en Italie, c'était sur 200, 7,4% et 4,6%. Et quand on regarde les facteurs en analyse multivariée qui étaient associés au refus vaccinal, on voit qu'il y avait les questionnements vis-à-vis des effets indésirables des vaccins, questionnements vis-à-vis de l'efficacité des vaccins,
On peut voir que les patients qui avaient déjà fait une vaccination contre la grippe saisonnière étaient plus enclins à faire une vaccination Covid. Donc ça veut dire qu'ils avaient une certaine, euh, euh, enfin, une certaine croyance dans l'efficacité des vaccins et voilà, l'habitude de faire des vaccins régulièrement. Et il y avait plus de reflux vaccinal en France versus l'Italie. Bon, c'est un petit peu un problème français, la méfiance vis-à-vis des vaccins. Voilà, donc vous voyez que là, je vous ai donné quand même des données sur l'efficacité des vaccins qu'on peut reprendre vis-à-vis de tous nos patients et aussi des données quant aux effets indésirables des vaccins qui sont, bon, j'ai repris que qu'une étude sur les hémodialysés, mais il n'y a pas plus d'effets indésirables chez les populations immunodéprimées que dans la population générale. Et on sait que maintenant, les vaccins Covid sont plutôt avec un profil de tolérance plutôt bon, du coup. Là, c'était une étude internationale donc, qui n'est pas encore publiée non plus et qui a été faite sur 123 pays entre le 15 janvier et le 22 février 2021. C'était un questionnaire en ligne. Vous voyez, il y a eu pratiquement 22 000 répondants. 100% avaient des comorbidités, on les a ciblés sur les comorbidités. Et il y avait 27% des patients qui avaient un cancer, 23% une maladie auto-immune et 38% qui avaient une maladie pulmonaire chronique. Il faut savoir que 74% des répondants habitaient aux USA. Et on a vu qu'il y avait 20% quand même d'hésitation vaccinale qui est vue ici, donc des patients qui n'étaient pas sûrs, qui allaient probablement pas faire le vaccin ou qui définitivement ne feraient pas le vaccin. Les facteurs qui étaient associés à cette hésitation vaccinale, c'était l'âge jeune, le sexe féminin, l'ethnie, le niveau d'éducation qui était bas, un sentiment anti-vaccin un peu généralisé et la méfiance vis-à-vis des médias. Et quand on demandait chez ces patients qui étaient suivis pour des cancers ou des maladies auto-immunes ou d'autres comorbidités, pourquoi est-ce qu'ils avaient une hésitation vaccinale? Ce qu'on peut voir, ce qui sort le plus, c'est que la peur vis-à-vis de la nouveauté des vaccins Covid, des interrogations vis-à-vis des effets indésirables des vaccins, la non-croyance dans l'intérêt et puis l'efficacité des vaccins Covid, le fait que les vaccins, c'était un développement un peu trop politique et probablement trop rapide chez certaines personnes. Voilà, et ce qu'on peut voir aussi, c'était penser qu'il n'y avait pas de nécessité de se vacciner contre la Covid parce que c'était probablement une maladie pas grave, ce qui n'est pas trop ce que je vous ai montré sur les précédentes études. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on peut facilement expliquer aux patients et je pense que tout professionnel de santé peut s'emparer de ces choses-là pour essayer de discuter avec les patients qu'on suit. On va parler un petit peu maintenant de la vaccination de l'entourage. On a vu que c'était très important avec le topo de Nicolas juste avant. Donc là, c'est une première étude qui avait été faite en mars, mais c'était la première étude qui montrait vraiment une diminution de la charge virale chez les patients qui étaient vaccinés. Donc c'est une étude qui avait été menée en Israël. Donc c'était des patients qui étaient affiliés à un certain régime d'assurance maladie. En fait, ils ont pris tous les gens qui avaient des PCR positives et ils ont regardé dans leur dossier s'ils avaient été vaccinés ou non vaccinés. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une diminution de une CT de PCR SARS-CoV-2 plus de 12 jours en post-vaccinal du coup. Alors, et ça correspond en fait à une diminution de 2,8 à 4,5 fois de la charge virale chez les patients vaccinés versus non vaccinés. Donc probablement un effet sur la contagiosité des personnes qui font une infection Covid et qui sont vaccinées. Là, c'est une étude, alors je ne les ai pas toutes reprises, hein, il y a eu pas mal d'études publiées depuis, mais une étude qui avait été faite en Écosse, où on a suivi des soignants qui avaient été vaccinés et leurs contacts à domicile, et on a comparé le nombre de cas de Covid avant vaccination et dans la période après J14 post-dose 1 de vaccin, donc c'était des soignants qui avaient reçu soit du vaccin Pfizer, soit du vaccin AstraZeneca, et ce qu'on peut voir, c'est que l'hazard ratio de faire une infection Covid dans l'entourage, il était de 0,70 à J14 post-dose 1 et 0,46 à J14 post-dose 2, donc vraiment une diminution du risque de contamination dans l'entourage des gens vaccinés. Voilà, donc il y a vraiment un intérêt de vacciner l'entourage, que ce soit l'entourage à domicile et les soignants qui s'occupent de ces patients fragiles. Un petit mot simplement sur l'immunonisation passive, parce que je pense qu'il y a vraiment un rôle aussi du médecin traitant et des professionnels de première ligne sur ça.
Qu'est-ce que c'est que l'immunisation passive? La vaccination, c'est ce qu'on appelle l'immunisation active, c'est-à-dire qu'on va faire, par la vaccination, faire produire des anticorps protecteurs aux patients. L'immunisation passive, c'est-à-dire qu'on va apporter directement aux patients des anticorps qui vont les protéger. Et c'est vraiment quelque chose qui a un intérêt chez les patients immunodéprimés qui ont une réponse vaccinale qui peut être nulle, même après avec des schémas renforcés de vaccination. Et donc là, c'est une étude qui a regardé les anticorps monoclonaux. Donc c'est les anticorps monoclonaux, c'est le Regeneron, c'est Casirivimab et Imbevimab. Voilà, donc ils ont étudié en fait des patients qui étaient séronégatifs, non vaccinés, qui ont été exposés en fait à un cas index positif à domicile dans les 96 heures et qui avaient un test PCR négatif au moment de la randomisation. C'est une étude qui s'est faite aux USA, en Moldavie et en Roumanie. On a regardé une dose de 1200 mg d'anticorps monoclonaux en sous-cutané versus placebo. Et le critère de jugement principal de cette étude-là, c'était l'infection Covid prouvée symptomatique dans les 28 jours qui suivaient l'injection de ces anticorps monoclonaux. Donc, les patients qui ont été inclus, ils avaient un âge moyen de 43 ans pratiquement, donc entre 12 et 92 ans. 30% environ avaient un facteur de risque de Covid grave et il y avait 1,5% d'immunodéprimés. Voilà, et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un risque relatif de réduction d'infection qui était de 81%. En fait, il y a eu 59 infections symptomatiques dans le groupe placebo, donc 7,8% des patients exposés, versus 11 infections symptomatiques dans le groupe qui avait reçu les anticorps monoclonaux, donc 1,1%. Donc on voit une réduction d'à peu près 6% du risque de faire une infection symptomatique quand on a reçu des anticorps monoclonaux après un contact avec quelqu'un qui était positif. Voilà, donc là c'est ce qui est noté ici. Et ce qu'on peut voir aussi dans cette étude-là, c'est qu'en gros, il y a une diminution de la durée des symptômes chez ceux qui ont quand même fait, chez les 11 qui ont fait une infection symptomatique dans le groupe Regeneron, et une diminution de la charge virale et du temps de négativation de la PCR chez ceux qui ont reçu les anticorps monoclonaux. Là, c'est une autre étude qui a, donc, avec un autre type de patients. C'était des patients qui étaient ambulatoires de plus de 18 ans, qui avaient un test, là, cette fois-ci positif, depuis moins de 72 heures et un début des symptômes Covid depuis moins de 7 jours et qui avaient au moins un facteur de risque d'évolution vers de mauvaise évolution au Covid, enfin de faire une forme grave de Covid. Donc, ils ont reçu différents schémas, soit 2,4 grammes de Regeneron versus placebo, ou 1,2 grammes versus placebo. C'était en IV. L'âge médian des patients, ils avaient 44 ans. 23% étaient séropositifs et il y avait 3% d'immunodéprimés dans cette population-là. Le critère principal, c'était l'hospitalisation ou le décès lié au Covid dans les 28 jours qui suivaient l'injection de ces anticorps monoclonaux. Et ce qu'on peut voir, donc je vous ai pris surtout dans le groupe 1,2 g, qui est ce qui a été retenu dans le protocole temporaire d'utilisation, c'était donc 1% dans le groupe Regeneron versus 3,2% dans le groupe placebo. Donc là, c'est une recommandation de la HAS donc, qui date du 6 août 2021, qui propose en prophylaxie post-exposition de l'infection à SARS-CoV-2, donc chez les patients âgés de 12 ans ou plus, qui n'ont pas développé du fait de leur immunodépression une réponse vaccinale satisfaisante, donc c'est-à-dire qu'ils sont non répondeurs ou faiblement répondeurs, donc avec un taux d'anticorps inférieur à 260 BAU par millilitre, et qui appartiennent à l'un des sous-groupes à très haut risque de forme sévère de Covid-19. Donc en gros, c'est ceux qui répondent le moins bien, donc les très immunodéprimés. Donc on propose de recevoir en fait des anticorps monoclonaux pour ces patients-là, donc c'est-à-dire en post-exposition, c'est-à-dire qu'ils sont en contact avec quelqu'un qui a eu une infection Covid et des patients qui sont PCR négatifs à l'inclusion. Et ça, donc c'était depuis déjà en fait le mois d'avril, on peut utiliser ce cocktail d'anticorps monoclonal chez les patients qui en fait ont une Covid confirmée et qui ont une forme modérée dans un délai de 5 jours après le début des symptômes et qui appartiennent à un groupe à risque d'évolution vers une forme grave de Covid. On peut leur faire aussi des anticorps monoclonaux, donc qu'on peut faire nous dans le service d'infectiologie du coup. Donc voilà, c'est vraiment, il faut y penser dans ces contextes de post-exposition, voilà, assez rapidement après l'exposition ou dans les 5 jours après le début des symptômes chez des patients qui sont immunodéprimés, on peut leur faire des anticorps monoclonaux pour éviter l'évolution vers une forme grave de Covid.
Un petit point sur la dose de rappel dont on a tous entendu parler récemment. Donc là, c'est une étude qui a été faite en Israël, qui a suivi des soignants, en fait, 12 603 soignants qui avaient été vaccinés par 2 doses de vaccin Pfizer, qui n'avaient pas d'antécédent d'infection. Et en fait, on a regardé le taux, en fait, d'anticorps anti-RBD et le taux d'anticorps neutralisant. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'avec le temps, on a une diminution du taux d'anticorps dirigé contre le domaine RBD et une diminution du taux d'anticorps neutralisant, donc qui est un petit peu plus importante au début et puis un petit peu plus lente après. Voilà, donc on a vraiment une chute avec le temps des réponses vaccinales. Et ce qu'on peut voir, c'est quand on regarde les patients qui sont immunodéprimés, ils ont une diminution du taux d'IgG qui est 65 fois plus importante par rapport à ceux qui ne sont pas immunodéprimés, et un taux d'anticorps neutralisant qui diminue de plus de 70% par rapport aux non immunodéprimés. Donc ils ont une chute encore plus importante des anticorps par rapport à ceux qui ne sont pas immunodéprimés. Voilà, et ça, c'est l'étude qui vient d'être publiée. Donc, c'est la suite de l'effet de l'essai de phase 3 sur le vaccin Comirnaty Pfizer. Et donc, ce qu'on peut voir, du coup, c'est qu'on a une efficacité donc, sur les formes graves qui reste importante, plus de 95%. Mais par contre, on a une diminution de l'efficacité avec le temps sur les formes symptomatiques de Covid et non symptomatiques, qui, à plus de 4 mois, chute à 84% versus une très bonne réponse au début, du coup. Là, je ne vais pas vous reprendre ça, mais je vous l'ai mis sur le diaporama. C'est toutes les études qui ont été publiées en vie réelle, donc avec toutes les limites de ces études-là qui ne sont pas versus placebo, hein, c'est des études en vie réelle, mais sur le variant Delta aussi, parce qu'on pense que peut-être qu'il y a une moins bonne réponse aussi sur le variant Delta. Et ce qu'on peut regarder sur l'efficacité sur l'infection, et qu'elle soit symptomatique ou non symptomatique, et chez les infections symptomatiques, c'est qu'on a des taux qui peuvent aller entre 39% et 87%. Donc voilà, on a l'impression qu'il y a quand même une chute de l'efficacité, alors que ça soit aussi avec le temps, parce qu'on sait que le variant Delta est apparu plus tard, hein, du coup. Et par contre, on garde une bonne efficacité sur les hospitalisations, entre 80 et 100% sur les formes graves ou les hospitalisations liées au Covid, même avec le variant Delta. Donc, depuis le 23 août, la HAS a proposé une dose de rappel chez les patients de plus de 65 ans, ainsi que toutes les personnes qui présentent des comorbidités qui augmentent le risque de formes graves et de décès dus à la Covid, avec un délai de 6 mois entre la fin de la primo-vaccination et l'administration d'une dose de rappel. Et un délai de 3 mois minimum a été proposé chez les immunodéprimés. Ça, c'est un avis du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale du 19 août qui n'a pas été repris clairement par l'HAS. Voilà, mais bon, en tout cas, il faut un délai minimum de 3 mois avant de faire cette dose de rappel. Et depuis le 23 septembre, parce qu'on peut se poser aussi la question de quel timing aussi, parce qu'il y a pas mal de patients immunodéprimés qui vont avoir cette dose de rappel pendant l'automne. Et on peut co-administrer avec le vaccin antigrippal et à n'importe quel délai si on ne fait pas le même jour. Et vis-à-vis des autres vaccins aussi, il n'y a plus de délai à respecter avec les vaccins Covid, on peut les faire à n'importe quel délai. Voilà, et la HAS a recommandé le 6 octobre aussi une dose de rappel chez les professionnels du secteur de la santé, et notamment parce que vous voyez, il y a une diminution quand même de l'efficacité sur les formes asymptomatiques et symptomatiques de Covid, donc on risque quand même de transmettre le Covid à nos patients immunodéprimés. Donc la HAS recommande du coup c'est l'administration de cette dose de rappel 6 mois après la primo-vaccination. Et aussi dans cette stratégie de cocooning, c'est-à-dire qu'on va essayer de protéger l'entourage des patients immunodéprimés, on recommande de faire aussi cette dose de rappel chez les patients qui sont âgés de plus de 18 ans, dans l'entourage des patients immunodéprimés. Voilà, donc les messages que je pensais vouloir faire passer pendant cette présentation, c'était surtout penser, donc, pour ces patients immunodéprimés, il faut faire un schéma de primo-vaccination renforcé, avec notamment une 3e dose, peut-être aussi une 4e dose. Voilà, il y a quelques études qui commencent à être publiées en préprint qui ne sont pas sorties, mais voilà, chez certaines populations, on étudie l'intérêt d'une 4e dose aussi en renfort de schéma de primo-vaccination. C'est hyper important de vacciner l'entourage, on voit que ça diminue quand même le risque de transmission chez les contacts proches.
penser quand même aux anticorps monoclonaux en post-exposition ou en traitement précoce chez les patients qui ont mal répondu à la vaccination et qui sont immunodéprimés. Et il faut penser donc à la dose de rappel pour tous les patients immunodéprimés, les soignants bien sûr et l'entourage de ces patients. La première chose que j'ai remarqué dans vos messages, je le conclurai comme ça un petit peu, c'est l'enjeu finalement de la vaccination, à la fois du patient et également de l'entourage. Je crois que c'est vraiment quelque chose que vous avez appuyé dans vos deux présentations. Et puis, une autre remarque également, tu as parlé de l'hésitation, tu as parlé de l'hésitation vaccinale. Et dans l'hésitation vaccinale, je n'ai pas vu apparaître la parole du soignant. Autrement dit, si je raisonne à l'envers, plus les soignants seront convaincants et plus les personnes seront vaccinées, puisque ce n'est finalement pas la parole du soignant qui est un frein à la vaccination. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que je pense, c'est que les patients font assez confiance à leur médecin habituel, en fait, du coup. Et je pense que s'ils sont suivis dans des équipes qui sont pro-vaccinales, il y aura probablement une meilleure adhésion vaccinale aussi. Et je pense que c'est hyper important d'avoir des messages positifs vis-à-vis de la vaccination, vis-à-vis de nos patients, et puis de ne pas relayer on va dire des fake news, des choses voilà, non prouvées, et vraiment rester, enfin, je pense qu'il faut rester factuel, il faut dire ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, et bien expliquer l'intérêt des vaccins à nos patients. Voilà. Merci Sophie. Une question pour toi Nicolas. On m'a posé la question suivante. Quelles sont les modalités de rappel pour les vaccins qui normalement n'ont pas besoin d'avoir un rappel? Tu as parlé par exemple de la méningite C, mais quels sont en cas de primo-vaccination chez un immunodéprimé, quels sont les vaccins qui nécessiteraient un rappel? On va réfléchir aussi en fonction de l'âge, du contexte et de chaque patient. Et donc, effectivement, le schéma de rappel après la chimiothérapie sera dépendant de chaque patient. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que systématiquement, on fera pour les sujets un DTP de rappel entre 3 et 6 mois, ça c'est systématique. Pour les patients nés après 1981 et qui ont eu un schéma, un RER à 1, 1 ou 2 doses, on fera une dose s'ils ont eu un schéma complet ou 2 doses s'ils ont eu un schéma complet après la chimiothérapie, là encore avec un délai de 6 mois. Et puis, pour ce qu'il faut penser, c'est les sujets jeunes, c'est le méningo, on refera systématiquement une dose également. Et puis après, les hépatites, ça sera vraiment fonction du contexte patient. À 70 ans, en couple stable qui ne veut pas voyager, on ne se lancera pas forcément dans la vaccination hépatite B. Chez les sujets jeunes, c'est beaucoup plus intéressant. Et de la même façon, après, on tiendra compte des recommandations particulières en population générale. C'est-à-dire que pour l'hépatite A, on vaccinera en fonction de la population générale. Et de la même façon, pour d'autres vaccinations plus spécifiques, j'ai pas parlé non plus de vaccination à but professionnel, parce que le cancer, c'est pas une fin, et les gens peuvent également encore travailler après, même si c'est plus difficile. Parfois, mais voilà, on n'a pas abordé la vaccination dans un but professionnel, que ce soit l'hépatite B, le Covid et d'autres choses plus rares. Il y a des études qui ont montré que sous chimiothérapie, les patients perdent leurs anticorps en fait, et que faire une dose de rappel, ça suffit à faire remonter à des doses pré-chimiothérapie en fait les anticorps circulants. Donc on n'a pas besoin de reprendre toutes les vaccinations, mais seulement une dose de rappel en post-chimiothérapie permet pour certaines maladies en fait de pouvoir avoir une bonne réponse. Et c'est important d'y penser chez les enfants pour les infections en méningo qui nécessitent d'avoir des anticorps assez importants pour pouvoir être protégés. Garde le micro. Une question qui a été posée également, c'est quelles sont les valeurs de référence des anticorps anti-SARS-CoV-2 qui montrent une efficacité de la vaccination? Alors ça, c'est un grand débat. Y a-t-il un corrélat de protection? Je ne sais pas. Voilà. En fait, la HS a retenu, et puis c'est l'OMS en fait a retenu comme taux pour définir un mauvais répondeur, c'est 260 BAU par millilitre. Alors il y a des correspondances selon, ça c'est des unités en fait de référence, et il y a des correspondances selon chacun des kits qui sont utilisés pour doser les anticorps antiprotéines S. Mais en fait, on ne sait pas très bien quel est le corrélat de protection. Il y a probablement aussi une importance de l'immunité mémoire. Alors, j'ai pas trop compliqué les choses, hein, du coup, mais je vous ai pas mis, mais il y a des études qui montrent que chez des patients qui même s'ils répondent pas en anticorps, ils ont quand même
même une immunité cellulaire, c'est-à-dire que si on leur fait des ELISpot pour regarder s'ils ont des CD4 ou des lymphocytes T CD4 ou des lymphocytes B qui sont spécifiques du SARS-CoV-2, ben, certains patients qui n'ont pas fait d'anticorps ont quand même cette réponse cellulaire du coup, et possiblement que cette réponse cellulaire protège aussi contre des formes graves. On ne sait pas très bien. Voilà, j'ai pas vraiment de réponse sur ça. C'est compliqué, je pense, les corrélats de protection. En tout cas, quelqu'un qui répond avec aucun anticorps, a priori, il est probablement pas bien protégé. Voilà, c'est la seule chose que je peux dire. Après, sur les suivis des anticorps, c'est un peu compliqué. Voilà. Et donc, juste un petit mot, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui se disent, bah, si les patients immunodéprimés ils répondent pas en termes d'anticorps, ça sert à rien de les vacciner. Bah, même s'ils répondent pas, il y en a certains quand même qui vont faire de l'immunité cellulaire, et c'est quand même important de les vacciner et de pas simplement leur faire des anticorps monoclonaux, parce que ce que j'ai pas dit non plus, mais après une injection d'anticorps monoclonaux, on peut pas vacciner pendant 3 mois. Les patients, faut attendre 3 mois avant de les vacciner. Et une dernière question, alors là, qui veut répondre, répond. Mais dans la liste des personnes qui sont candidates ou éligibles à la 3e dose, il ne semble ne pas, enfin, qui sont sévèrement immunodéprimés, il nous semble ne pas avoir vu la population qui est infectée par le VIH au stade SIDA. Est-ce qu'on a mal vu ou est-ce que... C'est pas, en fait, il y a probablement pas un si gros risque. Il y a une bonne réponse vaccinale en fait chez cette population-là. Du coup. Merci à tous les deux pour l'excellence de vos topos. Merci beaucoup. Alors, on arrive à la fin de ce webinaire. Nous remercions tous ceux qui ont été présents, tous ceux qui ont également suivi cette conférence par Internet. Vous pouvez retrouver l'intégralité des webinaires qui ont été faits dans la région sur la chaîne YouTube Les Mardis de la Vaccination. Alors, un seul mot d'ordre, si vous voulez revoir ces merveilleux topos, eh bien, visionnez-les de nouveau, mais surtout partagez-les sur les réseaux sociaux pour que le plus grand nombre de professionnels puissent avoir les informations concernant la vaccination des immunodéprimés, la vaccination tant des vaccins spécifiques que du vaccin Covid, afin que nous, professionnels, nous puissions donner les bonnes informations aux patients, puisque j'ose espérer et je continue de croire que les patients font encore confiance à leurs professionnels. Et donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre présence et je vous souhaite une bonne soirée.